Les politiciens américains, et souvent, ils simplifient les choses pour ses électeurs. Donc, lors de la campagne électorale, il a dit oui, je vais régler le conflit en Ukraine à une journée. Hier, quand il a signé ses premiers décrets, les journalistes l'ont demandé, est-ce que vous êtes prêt à régler? Il a dit, il me reste encore demi-journée, donc peut-être ça prendra des mois, peut-être ça prendra des années, on ne sait pas. Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi, je vais très bien, ça se voit. Eh bien, écoutez, on a un discours ici très intéressant qu'on a redécouvert encore une fois. Mais je trouve que c'est très important de le revoir. Je l'ai trouvé par hasard et j'étais vraiment surpris. Je pense qu'il faudrait que je le partage avec vous. Très, très intéressant. Je voudrais que vous fassiez vos commentaires pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et puis tirer des conclusions. On y va. On regarde la vidéo, ensuite on fait un commentaire. Bonjour et bienvenue dans la grande interview. Nous nous trouvons dans les murs de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, pour nous entretenir avec son vice-président, Piotr Tolstoï. Monsieur Tolstoï, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, nous enregistrons notre interview peu après l'investiture de Donald Trump et les réunions à la Maison-Blanche. Et je me sens obligée de commencer par la question de savoir ce que nous, la Russie et peut-être le monde entier, nous pouvons attendre du nouveau mandat de Donald Trump. D'abord, Monsieur Trump a été élu avec une majorité de voix des Américains qui voulaient changer l'état de choses actuel. Et il a déjà signé quelques documents plutôt encourageants, notamment sur le deux sexes, masculin et féminin, qui reconnaît maintenant officiellement les États-Unis. Il a donné beaucoup de promesses. On verra bien si ça va être réalisé. Mais pour nous, ça change pas grand-chose parce que Monsieur Trump travaille aux intérêts des États-Unis. La Russie a ses propres intérêts qui sont différents des intérêts des États-Unis. Il veut faire l'Amérique, d'après son slogan Make America Great Again. Son partenaire, Monsieur Musk, veut transparaître ce slogan en Europe, donc Make Europe Great Again. Nous, on pense à faire la Russie de nouveau la grande, donc Make Russia Great Again. Et c'est pour ça qu'on a des intérêts différents. Monsieur Trump, il a la logique d'un businessman, donc la logique de ce qu'on appelle en anglais le deal, utilise tout le poids militaire, économique, politique des États-Unis pour attraper les deals dans tous les sens, notamment dans la géopolitique. Je ne sais pas si ça va marcher partout. Peut-être avec Canada ou avec Groenland, ça peut aller, mais avec la Russie, ça va pas marcher. Il faut, pour avoir un accord, il faut penser des questions de sécurité. C'est ce qu'a dit président Poutine, c'est que on a une sécurité unie pour tous et pas une sécurité pour une partie et en sécurité pour une autre. Donc, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. On attend les entretiens entre les deux présidents de superpuissance, mais à mon avis, il faut pas avoir l'illusion et donc il faut toujours penser aux intérêts de notre pays et pas des intérêts des États-Unis. Voilà, donc en 2016, après la première victoire de Donald Trump, cette nouvelle a provoqué des applaudissements à la Douma. En 2024, ce n'était plus le cas. Pourquoi nous avons perdu cet enthousiasme? Nous sommes devenus plus réalistes? À mon avis, on est devenu plus réaliste et les applaudissements, c'était après une intervention d'un député qui a dit je vous félicite et donc les députés l'ont soutenu par les applaudissements, mais à mon avis, c'était une réaction un peu spontanée, pas quelque chose qui a été calculé. On n'a pas d'illusion sur
la politique des États-Unis, sur les intérêts des élites des États-Unis et sur la future politique de Trump. Mais on peut trouver, d'abord on peut renouveler le dialogue, parce que quand même l'absence de dialogue entre les deux superpuissances mondiales, c'est quelque chose qui fragilise le monde. Et donc on peut renouveler le dialogue, et dans ce dialogue on peut trouver des compromis, mais pas avec les méthodes de pression qui souvent utilisent M. Trump dans les négociations avec des autres pays. Trump et l'Ukraine. Donc, lors de sa campagne présidentielle, il a beaucoup parlé que je vais régler le conflit ukrainien en 24 heures. Ça fait déjà 24 heures presque qu'il est à la Maison-Blanche. C'était juste un slogan ou il est vraiment capable de mettre fin à ce conflit, d'après vous? Vous savez, les politiciens américains, et souvent ils simplifient les choses pour ses électeurs. Donc, lors de la campagne électorale, il a dit oui, je vais régler le conflit en Ukraine à une journée. Hier, quand il a signé ses premiers décrets, les journalistes l'ont demandé, est-ce que vous êtes prêt à régler? Il a dit, il me reste encore demi-journée, donc peut-être ça prendra des mois, peut-être ça prendra des années, on ne sait pas. Pour nous, ce qui est important dans cette situation, c'est que les buts de l'opération spéciale militaire sont atteints. C'est pas que la Russie veut manger un morceau de la territoire ukrainienne. On veut pas avoir l'Ukraine pro-nazie et on veut pas avoir l'Ukraine militarisée avec les bases de l'OTAN sur son territoire. Donc, si ces choses-là, on peut régler, on peut discuter, à mon avis, c'est possible de petit à petit trouver un compromis. Joe Biden, il a passé à la Maison-Blanche 4 ans en parlant de son bilan. C'était une défaite ou il y avait quand même des moments positifs? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est aux Américains d'apprécier Joe Biden. Moi, je trouve que quand même, c'est un politicien avec beaucoup d'expérience, mais son état de santé, ces décisions ont été souvent travaillées par ses adjoints. Et à mon avis, dans n'importe quelle structure, c'est dangereux quand le dirigeant prend des décisions qui ont été travaillées par ses adjoints, sans trop réfléchir là-dessus. Donc le rôle de Sullivan, de Blinken, des autres est encore à étudier par des historiens dans tous ces conflits dans lesquels les États-Unis ont participé et dans leur défaite en Afghanistan, ce qui était un des bilans de activité de Biden sur la scène internationale, et dans le soutien de l'Ukraine dans la guerre de l'OTAN contre la Russie et d'autres choses, et surtout sur le processus qui en fait a touché beaucoup les pays européens quand ils ont de facto ont reconnu la perte de leur autorité, de leur souveraineté, et ils sont pliés sous les décisions de l'administration américaine. On verra bien si ça sera le cas avec Trump. Mais pour la Russie, Joe Biden était le pire président si on parle des relations entre nos deux pays. Oui, peut-être les relations entre les deux pays ont dégradé le plus sous la présidence de Monsieur Biden. Je sais pas comment ça va aller avec Monsieur Trump. J'espère que c'était une période le plus difficile. Mais au moins, il veut un dialogue avec Poutine, donc c'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien. Ça dépend de façon de dialoguer, parce que d'après ce que je sais, notre président n'a aucune habitude d'avoir la pression telle que Trump toujours montre au public. Donc peut-être ça serait pas le cas. Les leaders, ils ont leur propre façon de communiquer, et à mon avis le dialogue c'est bien. De toutes les façons, avoir un dialogue direct entre les leaders des pays c'est bien, et pour les États-Unis et pour la Russie. C'est mauvais pour l'Europe parce que l'Europe est allée tellement loin dans son soutien à l'Ukraine, et tellement loin dans sa russophobie, que maintenant pour revenir il faudra, je sais pas, des années.
et tous les leaders européens qui ont déclaré toutes ces déclarations des derniers 3 ans, ils doivent maintenant les manger de nouveau. Et comment ils vont faire ça si la politique des États-Unis va changer, ça c'est intéressant à regarder. On verra bien. On verra bien. Cela fait presque 3 ans que la Russie est le pays le plus sanctionné au monde, donc après le début de l'opération militaire spéciale. Comment ces sanctions de l'Occident nous ont influencés? Et d'après vous, est-ce que Donald Trump va se prononcer pour leur abolition? Et n'oublions pas que le plus grand nombre de sanctions anti-russes a été imposé par Washington lors du premier mandat de Donald Trump. Vous savez, ce qui concerne les sanctions, on a aujourd'hui presque 17 000 sanctions différentes sur et personnelles et sur toutes les sphères de l'économie russe. Et donc, d'une part, ça apporte beaucoup de difficultés pour le pays. Ça apporte des difficultés pour les gens, pour la vie quotidienne. D'autre part, ça stimule de développer nos propres industries à l'intérieur de la Russie. Et ce processus, il a commencé au début de l'opération spéciale. Il continue et à mon avis, pour le futur de la Russie, être plus autonome, moins dépendant de l'Occident, ça serait bien, plutôt. Donc, il faut dire que n'importe quelle décision sur l'Ukraine doit prévoyer l'enlèvement de ces sanctions illégales contre notre pays. D'autre part, on sait que les sanctions votées au Congrès des États-Unis peuvent durer des décennies, comme ça a été avec le fameux loi de Jackson-Vane qui a duré 40 ans ou 50 ans. Donc, on verra bien qu'est-ce que ça va donner, mais de toutes les façons, sans sanctions ou avec les sanctions, la Russie reste le plus grand pays de l'Europe et la Russie reste 4e puissance mondiale. On peut pas intimider la Russie avec les sanctions économiques ou politiques. Ça c'est à mon avis clair. Et ça, c'est une des leçons que cette situation a données aux leaders occidentaux. En parlant des leçons, l'opération militaire spéciale dure presque 3 ans. Comment notre politique extérieure a-t-elle changé et quelles leçons notre pays en a-t-il tiré de ces 3 ans? Vous savez, à mon avis, dès le début des années 2000, la politique extérieure russe a été orientée vers la coopération multilatérale qui pourrait être économiquement intéressant pour tous les partis, avec le respect à l'histoire et spécialité de tel et tel pays. Donc on n'était pas concentré que sur l'Europe ou que sur les États-Unis. Et avec les sanctions et avec la confrontation avec l'Occident, on a eu plus de temps et plus de possibilités de développer la coopération avec la Chine, avec l'Inde, avec des pays de l'Afrique, etc. Donc j'espère que ça va diversifier, si vous voulez, notre politique extérieure à long terme. Parce que, par exemple, le travail de BRICS, qui aujourd'hui rejoint encore une vingtaine de pays, ça donne la base pour la coopération économique intéressante pour tous ces pays, sans donner des leçons les uns à l'autre, mais en développant le dialogue respectif pour tous. Voilà, vous avez mentionné les BRICS. La Russie également développe sa coopération avec l'Inde, la Chine et d'autres grands pays du Sud. Comment est-ce que ça peut influencer la politique mondiale, notre coopération? Vous savez, la politique mondiale, c'est difficile de dire parce que on voit que les marchés européens ont été beaucoup affaiblis par la rupture de la coopération avec la Russie. On voit la hausse de prix de l'énergie partout et la hausse de taux de chômage, etc. Donc, les conséquences pour l'Europe de cette rupture sont assez sensibles et assez aujourd'hui évidentes.
Ce qui concerne le développement de nos relations avec le Sud, avec les pays de l'Afrique par exemple, à mon avis, on a ici le grand champ pour travailler parce que vraiment il y a des projets très très intéressants avec la Chine notamment, et donc on verra bien qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans. Ça, c'est pas des projets qui seront réalisés dans 1 an ou dans 2 ans, mais dans 10 ans, on verra, j'espère, l'économie russe diversifiée sur les différents marchés internationaux. Est-ce que la coopération entre la Russie, par exemple la Corée du Nord et l'Iran, voilà, le président iranien s'est récemment rendu en Russie, cela fait peur aux pays occidentaux? Et les Occidentaux ont peur toujours de ceux qui ne ressemblent pas à eux. Donc tout ce système existant en Corée du Nord qui est orienté sur l'autonomie nationale, ou le système existant en Iran qui est orienté à leur leader, à des ayatollahs, tout ce qui ne ressemble pas le système soi-disant démocratique que les Européens jugent et les Américains jugent les meilleurs dans le monde, tout ça, ça leur fait peur. Ça c'est leur, si vous voulez, point faible à mon avis dans la politique internationale. Ils n'arrivent pas à avoir un dialogue normal. Regardez par exemple les efforts de Trump quand il a voulu avoir un accord, un deal avec la Corée du Nord. Ça finalement, ça n'a pas marché. Donc il faut être patient, tranquille et respecter les systèmes qui existent dans des pays différents. Et à mon avis, aujourd'hui, la Russie mène la politique comme ça. En revenant aux relations entre la Russie et l'Occident, donc ces dernières années, nos relations ont beaucoup changé. À votre avis, faut-il essayer de les rétablir ou il faut aller de l'avant pour construire des relations plus saines avec de nouveaux partenaires? Pour rétablir les relations qu'on avait avec l'Europe et les États-Unis avant l'opération spéciale en Ukraine, il faudra beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Et c'est pas que un effort des Russes, mais c'est aussi un effort des Américains et des Européens. Ça dépend d'eux. Et donc, s'ils sont prêts à rétablir ces relations, je trouve que dans des années, on peut le faire. Mais évidemment, ils seront plus saines parce que jusqu'à présent, il ne comptait pas avec des intérêts de la Russie comme le plus grand pays de l'Europe, et des intérêts de notre sécurité avec l'élargissement de l'OTAN. Il y a plein de points sur lesquels les Européens et les Américains, ils ont ignoré la Russie. Aujourd'hui, ils comprennent qu'on ne peut pas ignorer la Russie, que pas tout dépend des chiffres de PNB et que l'économie de la Russie est assez stable et elle continue à grandir malgré toutes les sanctions. Donc à mon avis, peut-être on aura la chance d'avoir les relations plus saines. C'est vrai que j'espère bien à ça. Donc c'est possible de les rétablir? C'est possible de le rétablir sur la base plus juste, plus équitable, oui. Après la grande conférence de presse que Vladimir Poutine a donnée à la fin de l'année 2024, vous avez dit la chose suivante, je vais citer: « Nous vivons une époque difficile et notre président porte un énorme fardeau étant donné l'infantilisme d'un grand nombre de dirigeants dans le monde. » De qui est-ce que vous avez parlé et en quoi consiste leur infantilisme? Regardez, par exemple, les leaders des pays de l'Europe. À mon avis, c'est des gens qui ne représentent pas telle énergie, telle personnalité qu'on a vu dans l'histoire, même dans l'histoire du XXe siècle, quand on a vu De Gaulle, quand on a vu Churchill, quand on a vu d'autres leaders, Helmut Kohl, etc. Aujourd'hui, même la dimension de la personnalité. Et souvent, c'est des personnages avec la sexualité perturbée, donc un peu traumatisés par leur relation avec
la société, qui dirigent les pays et qui sont en tête de gouvernement, qui travaillent comme des ministres, etc. C'est une autre génération. Et à mon avis, il n'y a pas beaucoup de personnages. Vraiment des gens avec lesquels on peut avoir un dialogue franc et avoir des accords plus ou moins durables. Par exemple, le président français Emmanuel Macron, on peut dire qu'il montre pendant ces années un certain enfantilisme. Président Macron, il montre que un produit politique-technologique dans le choix entre les extrêmes droites et les socialistes un peu avec des habitudes intéressantes. Donc, il montre que ce projet peut marcher. Il montre de temps en temps qu'il veut, encore une fois, prouver à des Français que la France reste un grand pays de l'Europe. Ce qui n'est pas le cas parce que la France n'a plus la possibilité de prendre ses propres décisions aux intérêts de leur peuple, du peuple français. La France prend des décisions aux intérêts de Bruxelles et de Washington. Donc, si on veut des relations entre la Russie et la France doit être doit représenter une certaine, je sais pas, indépendance de identité nationale, voilà, de quelque chose comme ça. Malheureusement, le président Macron, il veut ça, mais il n'arrive pas. Voilà, c'est ça le problème. Récemment, Emmanuel Macron a déclaré que l'Afrique a oublié de dire merci à la France alors qu'il parlait de l'intervention militaire française en Afrique contre le terrorisme depuis 2013. Donc, d'après vous, ce genre de déclaration est-il approprié de la part du président d'un pays où pour la seule année 2024, il y a eu 3 gouvernements? Mais vous savez, dire merci, à mon avis, si on te dit merci, c'est bien. Mais quand tu demandes qu'on te dit merci, c'est pas très intelligent. Donc, on peut pas demander à des pays africains d'être reconnaissants à la France parce que les Français, ils ont beaucoup pris à l'époque de colonisation de l'Afrique, ils ont beaucoup pris dans des pays africains et ils n'ont pas dit merci non plus. Voilà, donc on verra bien. On voit que Macron a totalement raté le dossier africain. Les troupes françaises ont quitté le nombre de pays africains et donc aujourd'hui ils sont orientés à des autres alliés. C'est pas le succès de Monsieur Macron, comme d'ailleurs les changements du gouvernement. Donc, une des orientations clés de la Russie dans la politique extérieure, c'est l'Afrique. L'Afrique, quant à elle, est également intéressée à la coopération avec la Russie. Peut-on dire que l'Afrique a préféré la Russie à l'Occident? Pour l'instant, non, mais je crois que ce qui est important, c'est que dans le dialogue avec des Africains, nous, jamais on se comporte pas comme des lecteurs ou comme quelqu'un qui donne des leçons à des pays africains. Tandis que les Européens, ils ont cette habitude depuis de l'époque de colonisation. Et donc, à chaque fois, quand ils commencent à répéter tous ces mantras sur la liberté de parole, sur les principes démocratiques, etc., on voit bien que tous ces principes ne marchent pas en Europe. Aujourd'hui, en Europe, il n'y a pas ni la liberté de parole, ni la priorité de l'état de droit, ni rien du tout. L'Europe change son politique d'après les États-Unis et des intérêts des Bruxelles, par exemple. Mais les pays de l'Europe ne sont plus partenaires pour le dialogue. C'est les Africains, ils le sentent très bien. Ça se voit. Donc c'est pour ça que on a plus de confiance. En plus, on a l'histoire de coopération avec l'Afrique. À l'époque de l'Union soviétique, les Russes ont beaucoup construit en Afrique et ils ont beaucoup fait pour certains pays africains. Ça s'oublie pas. Ça reste dans la mémoire des générations. Et à mon avis, c'est bien, c'est un atout pour le développement de la coopération, future coopération avec la Russie pour les pays africains.
Vous êtes connu parmi le public français car vous participez assez souvent à des émissions politiques des médias mainstream et vos interviews attirent toujours beaucoup d'attention. Et ces dernières années, les Français se posent la question de savoir pourquoi votre perception de la France a-t-elle changé et pourquoi Tolstoï n'aime plus la France. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ? D'abord, moi j'aime la France parce que je refuse pas de donner des interviews à des médias mainstream, malgré qu'ils sont souvent 6 contre moi et je le vois pas techniquement, donc c'est différent de donner l'interview de Moscou que sur le plateau à Paris. Moi j'aime la France, j'aime les Français, je sais que la plupart des Français ressent une sympathie à mon pays. Historiquement, c'est le cas. Et même j'ai dans mon bureau les petits images du petit Parisien. Donc voilà. Donc vous savez, moi, mon attitude à la France n'a pas changé. Par contre, la politique actuelle de la France, les menaces d'amener la Légion étrangère en Ukraine, l'activité des militaires français sur les territoires ukrainiens, dont on a tué déjà pas mal, les chars français sur les territoires ukrainiens, dont on a brûlé déjà pas mal, ne peuvent pas me armer par une sympathie à la direction actuelle de ce pays. C'est pour ça que, bon, leur attitude à la Russie a changé et l'attitude des Russes par rapport à la France aussi changé. Et pour terminer, heureusement, vous acceptez assez souvent les invitations de notre chaîne RT en français pour nous donner des interviews en français que vous maîtrisez parfaitement. Qu'est-ce que vous pourrez souhaiter à notre chaîne RT en français et à nos spectateurs qui vous respectent beaucoup? D'abord, j'espère que votre audimat va grandir dans l'année qui vient, que plus des Français ont la possibilité d'avoir une alternative dans l'opinion sur les sujets géopolitiques. Et bien sûr, je souhaite à tout le monde de la joie, de l'amour, de tout ce qui est bien dans la vie et oublier les choses qui séparent les gens et plus penser à des choses qui peuvent les rapprocher. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours un grand plaisir de vous suivre. Si vous n'êtes pas encore ici, faites ça, vous savez comment ça se passe. Vous ne faites pas encore partie de notre communauté, ça serait un grand plaisir de vous avoir, comme ça on va grandir ensemble. Faites un commentaire, ne partez pas sans faire un commentaire. On veut savoir ce que vous en pensez. God bless.